Kilimanjaro, Malang. Kilimanjaro, Mama. Kilimanjaro, yeah, 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 Kilimanjaro. Kilimanjaro, yeah, 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 Kilimanjaro. Oui, mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à cette édition spéciale Éducato, cette émission, n'est-ce pas, du domaine éducatif qui a pris beaucoup d'accent ces derniers temps, mais pas tellement dû à nous, et c'est des situations qui arrivent, et il fallait vraiment qu'on essaye de prendre du temps pour, n'est-ce pas, trouver des thèmes tellement pertinents pour vous. Alors nous avons eu cette chance ce samedi de recevoir une personne vraiment indiquée pour cette émission, à l'occurrence monsieur Sylvestre Assa depuis le Québec. Il s'agit, la thématique d'aujourd'hui concerne le problème des gangs de rue. Alors avant de commencer cette émission, je vais laisser monsieur Sylvestre Assa de se présenter lui-même et pour nos auditeurs, parce que c'est très important de savoir qui il est. Alors bonjour monsieur Assa. Bonjour Hervé. Oui, excuse-moi, peut-être pour la suite de l'émission, je vais t'appeler Sylvestre pour que ce soit un peu plus amical et plus convivial. Donc, c'est l'occasion aussi pour moi de vous demander, bien de te demander, de te présenter à nos auditeurs pour qu'ils sachent exactement à qui j'ai affaire aujourd'hui. Merci Hervé, merci de l'invitation. C'est pas toujours facile de se présenter, de dire qui on est. J'aurais souhaité et voulu que tu le fasses toi-même, mais comme tu me mets devant les faits accomplis, je suis psychologue de formation, je suis membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Je travaille au C3S du sud de la Naudière, dans la région de Terrebonne, comme psychologue en santé mentale adulte. Et j'ai par le passé travaillé auprès des personnes, travailleurs qui avaient des problèmes de santé mentale, ce qu'on appelle communément dans notre jargon le programme d'aide aux employés. Par le passé aussi, j'ai travaillé auprès de personnes atteintes de troubles mentaux graves et aussi auprès des femmes et des enfants victimes d'abus sexuels. Donc globalement, retenez que je suis psychologue de formation et membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Merci pour cette brève présentation, monsieur Assa. Chers auditeurs, nous allons rencontrer M. Assa aujourd'hui et notre entretien, n'est-ce pas, portera naturellement sur une thématique qui touche particulièrement notre communauté, à savoir les gangs de rue. Mais je vais directement aller, sans toutefois perdre du temps, et aller pointillement demander une question à notre auditeur, notre invité ce jour. C'est quoi un gang de rue? Qu'est-ce qu'un gang de rue? Si on nous demandait de donner une définition simple de ce qu'est un gang de rue, la question vous revient, monsieur Assa. Très brièvement, un gang de rue est un regroupement plus ou moins structuré d'adolescents ou de jeunes adultes qui privilégient la force et l'intimidation du groupe et la violence pour accomplir des actes criminels dans le but d'obtenir pouvoir et reconnaissance ou de contrôler certaines sphères d'activité extrêmement lucratives qui englobent entre autres la prostitution, le trafic de drogue, le trafic d'armes à feu, le racket, l'arnaque, l'intimidation, le chantage pour obtenir vraiment des gains. Il n'est pas rare, pour le reconnaître, si vous passez dans certains endroits chauds de la ville, vous allez voir des jeunes avec des allures, de jeunes voyous habillés d'une certaine façon, traînés, et généralement, il est vrai, on ne peut pas taxer tous les jeunes de cette catégorie de gangs de rue, mais la plupart du temps, lorsque vous passez dans certains métros, dans certains endroits, vous allez voir des bandes de jeunes qui se tiennent à ces endroits. Généralement, ils se livrent à du trafic de drogue et souvent, ils jouent au chat et à la souris avec la police. Donc, très brièvement, voilà, c'était de cette façon qu'on peut définir un gang de rue. Ok, merci pour cette brève définition. Je parie que nos auditeurs qui sont connectés arrivent ici à cerner de façon simple ce qu'est exactement un gang de rue. Sûrement, si vous avez des questions, vous pourrez bien, n'est-ce pas, poser des questions en ligne à M. Sylvestre Assa. Je vais directement renchérir ce débat avec la deuxième question, à savoir, mais
tel que vous venez de donner cette définition, on se rend compte que la plupart de nos enfants, lorsqu'ils sont retournés de l'école, ils se retrouvent parfois en groupe d'amis, bavardes, mais comment donc protéger nos enfants, particulièrement les enfants immigrants, n'est-ce pas, de ces gangs de rue? Parce que vous n'êtes pas sans oublier, monsieur Assa, que on porte beaucoup cette étiquette des enfants immigrants, les enfants noirs, arabes, ce sont eux qui sont plus taxés comme gangs de rue. Mais comment est-ce que nous pouvons protéger nos enfants par rapport à ce phénomène? C'est un phénomène très complexe et pluridimensionnel qui vient parfois briser les familles. Vous savez généralement que le projet d'immigrer dans un pays est un projet de longue haleine et qui mobilise à la fois les ressources financières, les ressources matérielles pour donner un avenir aux enfants. Donc, et généralement, la plupart des immigrants, que ce soit des Africains, des Arabes, des Asiatiques, qui viennent s'installer dans des grands pays, si je prends le cas du Canada où nous vivons, généralement, le but ultime de cette immigration est d'assurer un avenir meilleur aux enfants si on compare par rapport aux parents qui ont déjà fait plus de la moitié de leur vie et qui voient leur passé un peu derrière eux. Donc, concernant dans votre question, c'est parfois déchirant. J'ai vu des familles vraiment dévastées parce que leurs enfants fréquentent des gangs de rue ou bien parce que leurs enfants ont pris des allures ou des virages qu'ils n'arrivent vraiment plus à avoir le contrôle sur les enfants. Et c'est parfois très dommage. Il y a même eu des cas dans des communautés africaines, des cas de mort, des cas d'agression, de violence, de viol, où votre fille se retrouve du jour au lendemain pris dans les filets d'un gang de rue qui livre votre fille à la prostitution. Donc, pour revenir dans votre question, comment protéger nos enfants de ce phénomène, c'est vraiment pas facile. Il y a plusieurs facteurs que nous pouvons donner. Il y a d'abord une structure familiale stable. Ça veut dire quoi? Que le père et la mère, du moins les parents, vivent ensemble, parce qu'il a été démontré que lorsque la famille est disloquée, lorsqu'il y a divorce, et les enfants s'exposent comme ça aux gangs de rue, il y a aussi le facteur, l'éducation des parents qui compte. C'est ce qu'on appelle généralement dans notre jargon les facteurs de protection. Qu'est-ce qui va faire qu'un enfant soit protégé des gangs de rue? Il y a le quartier d'habitation. Je ne veux pas citer le nom de quartier pour m'exposer à des problèmes, mais généralement, on sait qu'il y a des quartiers où, si vous vivez dans ce quartier, il y a de fortes chances que votre enfant, surtout s'il est adolescent, soit exposé à des gangs de rue. Il y a des valeurs culturelles. On voit aujourd'hui beaucoup d'associations africaines qui se créent ici, et généralement, ces associations ont des volets culturels. Ça veut dire enraciner l'enfant dans sa culture d'origine pour qu'il acquiert des valeurs qui nous ont permis, nous parents, de grandir, et donc on veut les transmettre. En transmettant ces valeurs ancestrales, ces valeurs culturelles, on permet aussi aux enfants d'avoir le fondement de notre culture et de les éviter ainsi d'être exposés au phénomène des gangs de rue. Il y a les facteurs religieux, par exemple. On sait généralement, et ça a été scientifiquement démontré, qu'une famille croyante qui croit en Dieu, la foi permet parfois d'éviter certains phénomènes, parce que lorsqu'on craint Dieu, on craint de faire certaines choses. Donc, globalement, monsieur Zambou, voilà autant de choses que nous pouvons faire pour protéger nos enfants. Il y a bien sûr l'encadrement, l'éducation, je sais pas comment dire ça, plein d'autres facteurs qui relèvent du milieu de l'éducation des parents. On sait généralement que lorsque les parents ont un certain niveau d'instruction, ça constitue un facteur de protection pour que l'enfant n'adhère pas à un gang de rue. Et c'est pour cela qu'on dit... Oui. Merci, monsieur Assaf. Je viens de tirer de votre réponse que l'éducation, n'est-ce pas, que ce soit des parents et des élèves et des enfants eux-mêmes, la stabilité dans le foyer, ça veut dire le divorce, ce sont des causes, n'est-ce pas, des causes directes qui entraînent certaines familles à exposer les enfants à ce danger de gangs de rue.
Ça m'amènera à cette question. Parce que moi, tu sais, cette émission, c'est une émission qui porte plus sur le côté éducatif. Ça va m'amener à te poser la question. Il me fait souvenir qu'à un moment au Québec, on accusait ce phénomène comme la cause principale du décrochage scolaire. Qu'en est-il dans notre communauté? Est-ce que c'est dans vos statistiques ou bien dans vos interventions, dans certaines situations, vous vous êtes rendu compte que est-ce qu'on peut statistiquement dire que ce phénomène de gants de rue est la cause principale du décrochage scolaire dans notre communauté? Oui, monsieur Zambou, c'est l'une des conséquences, peut-être pas la plus importante, mais les gangs de rue, surtout dans des quartiers qualifiés de quartiers chauds. Si je prends par exemple à Montréal, il y a des quartiers qui sont étiquetés de quartiers chauds où on sait généralement que le taux de décrochage scolaire est très élevé. Si je prends par exemple le quartier Saint-Michel, qui a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs reportages à la télévision, dans les journaux, à la radio. Si je prends par exemple le quartier Montréal-Nord, on sait que généralement, dans ce quartier, le taux de décrochage scolaire est très élevé. Donc, c'est l'une des conséquences. On peut mettre ce phénomène dans ce quartier précisément. On peut mettre ce phénomène comme un des facteurs de décrochage scolaire. Pourquoi? Parce que comment pourriez-vous convaincre un jeune d'aller à l'école, d'étudier pour avoir un diplôme et gagner sa vie, lorsqu'à côté de lui, il voit un jeune de son âge qui a choisi la voie facile des gants de rue, rouler dans une grosse Cadillac avec des jantes chromées, avoir des vêtements les plus chers, avoir, je sais pas, toutes sortes d'accessoires qui lui permettent d'avoir un côté visuel frappant, ce qu'on appelle généralement dans le jargon de rue le phénomène bling-bling. Comment pourriez-vous convaincre un jeune qui a 12, 13, 14 ans de continuer de s'asseoir sur le banc, braver les difficultés, faire ses devoirs le soir pour gagner sa vie, lorsque en face de lui, il voit un jeune de son âge qui a choisi les gants de rue, rouler dans une grosse voiture? Voilà une question qui se pose. Et généralement, c'est un problème de modèle. Ça veut dire donc que l'enfant a trouvé son modèle à l'extérieur, c'est ça que ça veut dire, alors en quelque sorte. Exactement. Généralement, j'utilise une expression qu'on appelle dans en sciences humaines l'exemplarité de la déviance. Dans ce quartier, précisément, tout ce qui est déviant, tout ce qui est négatif, tout ce qui est malsain devient comme un exemple. Voyez-vous, quelqu'un qui choisit la voie de la facilité, qui prend les raccourcis, qui choisit de vendre la drogue, de faire du racket pour devenir quelqu'un d'important dans la société, devient comme un modèle. Et en ce moment, comment est-ce que vous pourriez convaincre un jeune qui grandit dans un environnement où tout autour de lui, il est témoin de ce phénomène? Comment pourriez-vous le convaincre de continuer d'étudier pour gagner sa vie? C'est vraiment quelque chose de difficile à comprendre. Oui, mais monsieur Hassan, je vais par exemple essayer de revenir sur un point. Lorsque l'enfant trouve, n'est-ce pas, ce modèle de déviance et qu'il y adhère, mais est-ce que quelque part, la société n'a pas créé ce genre de problème? Parce que, je prends l'exemple, vous avez parlé au départ des immigrants qui arrivent. Vous savez avec quel bagage intellectuel ces immigrants arrivent? Et généralement, pour le cadre du Québec où j'ai vécu, ces immigrants se retrouvent en train de faire de la manufacture, de n'importe quoi. Et parfois même les diplômes ne sont pas reconnus. Ce qui pouvait être un modèle pour l'enfant, se retrouve pour lui quelque chose de nuisible. Parce qu'à la fin, il regarde qu'il a des parents frustrés parce qu'ils n'ont pas pu attraper un travail, n'est-ce pas, à sa valeur. Prenons l'exemple de médecin. Vous immigrez étant médecin, vous avez exercé 20 ans dans votre pays, vous arrivez au Canada, on vous demande d'aller faire des examens ou bien d'aller reprendre tout à zéro. Alors qu'on fait 2-3 heures de temps dans les hôpitaux pour attendre des médecins. Comment vous expliquez que si déjà le parent à la maison n'est pas un modèle, comment est-ce que l'enfant lui-même prendra pour modèle, je veux dire, l'enfant a pris le modèle qui est le père ou la mère.
Maintenant, il va se jeter dehors parce qu'il va se dire, écoute, étudier, ça ne sert à rien. Est-ce que c'est pas ça, par exemple, une des causes principales de ces décrochages scolaires? Oui, ce n'est pas faux, Monsieur Zambou, et ça constitue d'ailleurs une problématique majeure. J'ai écrit un article là-dessus dans un journal communautaire qui posait la question suivante. La santé mentale des immigrants n'est-elle pas tributaire, ne dépend-elle pas à l'accès à un emploi stable? Donc, j'ai vu ici des parents, comme vous l'avez dit tantôt, médecins, ingénieurs, se retrouver chauffeurs de taxi ou aller essayer de travailler au bas de l'échelle alors qu'ils sont titulaires des diplômes universitaires et parfois des gens qui ont beaucoup d'années d'expérience de travail. Donc, ça fait partie des failles de l'immigration et généralement, dans ma pratique professionnelle, je rencontre des parents qui ont des problèmes dépressifs, des troubles anxieux dus au fait qu'ils n'arrivent pas, malgré les bagages intellectuels, malgré les bagages professionnels, trouver un emploi stable grâce à leur diplôme. Et ça cause des problèmes importants de frustration, une grosse frustration où ces personnes se retrouvent comme une déception aussi. Une déception et parfois, pour ces personnes, ils ne peuvent plus faire marche arrière, retourner dans leur pays d'origine parce qu'ils ont tout abandonné pour venir pour leur projet d'immigration. Ils ont vendu maison, voiture, délaissé des emplois dans l'espoir d'obtenir un emploi stable et assurer un meilleur avenir à leurs enfants. Donc, et M. Zambou, c'est une véritable problématique et je crois que nous, les immigrants, qui avions franchi ce pas, nous devons porter notre voix haut et fort pour que cette problématique soit revue par les autorités canadiennes et québécoises qui basent l'immigration choisie sur des modèles éducatifs, intellectuels, mais une fois sur le terrain, la plupart des gens se retrouvent soit de retourner aux études pour trouver leur chemin, soit d'abandonner carrément leur carrière et choisir des métiers de seconde zone pour assurer leur suivi. Donc, quelque part, M. Zambou, c'est très pertinent et je crois que vous, les hommes des médias, vous devez de temps en temps attirer l'attention des autorités sur cette problématique. Ok, merci bien, Monsieur Assa, pour cette question assez épineuse. Mais est-ce que, je vais enchaîner avec une question, est-ce que vous pensez que les parents sont suffisamment informés de ce phénomène lorsqu'ils s'engagent dans le processus d'immigration? Vous parlez de quel phénomène? Le phénomène de gang de rue et qui peut avoir pour cause ce dont on venait de parler tout à l'heure, à savoir lorsque je m'engage en immigration, est-ce que je sais que mon diplôme de médecin ou d'ingénieur ne sera pas totalement reconnu, des choses comme ça, parce que j'ai avec mon constat remarqué qu'il y a ce manque d'informations. Je ne sais pas si ce sont des informations biaisées, ou bien de l'autre côté, on vous miroite un pays où tout est facile, tout est bien, ou bien quelque part, est-ce que c'est des immigrants qui ne s'intègrent pas vraiment, parce que la philosophie ici, c'est que n'est pas toujours pointer du doigt les autres. Est-ce que nous-mêmes faisons suffisamment d'efforts pour se mettre dans le système? Oui, votre question a deux volets. Je veux commencer par le premier volet. Est-ce que les parents sont suffisamment informés des problèmes de gang de rue? Je dis non. Les parents ne sont pas informés et les parents ne sont pas du tout au courant des réalités sociétales auxquelles peuvent s'exposer leurs progénitures. Ça, c'est une question fondamentale. Les parents ne sont pas informés. Et vous allez voir, j'ai présentement une famille qui m'a contacté dont leur adolescent de 14 ans est en voie, il a carrément quitté l'école, le problème de décrochage dont on parlait tantôt, et s'est retrouvé à traîner dans la rue, dans les stations de métro avec des bandes d'adolescents. Et c'est pour les parents un véritable choc, parce qu'ils pouvaient imaginer tout sauf cette réalité. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils s'engageaient dans le processus d'immigration, toutes les informations auxquelles ils ont été confrontés fait miroiter un pays calme, beau,
propre, où on a un endroit idéal pour encadrer les enfants, où les enfants peuvent étudier, faire des études de leur choix et réussir. Paradoxalement, ce n'est pas toujours le cas parce que on vit quand même dans une société complexe et pluridimensionnelle où le simple fait d'habiter tel ou tel quartier, vous portez déjà une étiquette. Le simple fait de fréquenter telle ou telle école, votre enfant a déjà un avenir presque hypothéqué. Donc, si vous regardez aujourd'hui la plupart des immigrants qui se sont installés dans la région métropolitaine de Montréal, beaucoup essayent de quitter l'île de Montréal pour aller s'installer en banlieue. Pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés effectivement à ce phénomène. Ils se rendent compte que non pas seulement leur projet d'immigration risque de perdre les parents qui n'arrivent pas à trouver un emploi, mais voilà leurs enfants qui sont en train d'être confrontés à des problèmes auxquels ils n'avaient pas du tout pensé. Donc, la couronne nord et sud de Montréal aujourd'hui attire la plupart des immigrants qui ont habité peut-être 2, 3, 4, 5 ans sur l'île de Montréal avant de se rendre compte qu'ils sont en train de chouer en bloc et puis essayent de fuir un peu ce milieu extrêmement urbanisé, extrêmement problématique pour les enfants. Donc ça, c'était le premier volet de la question. Maintenant, le deuxième volet, vous m'avez demandé, est-ce que les parents sont suffisamment informés des réalités du terrain vis-à-vis de l'emploi? Là encore, je dis non. Pourquoi? Parce que beaucoup d'immigrants viennent avec le système d'immigration canadienne dit choisi, les travailleurs qualifiés, où on vous demande, vous devez constituer un dossier qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et vous devez être qualifié, vous devez appartenir à une certaine catégorie de profession, avoir un certain niveau, et on vous donne même des statistiques par rapport à l'emploi dans votre domaine de formation. Tout ceci fait que les gens arrivent avec une tête grosse, avec des ambitions. Malheureusement, quand vous arrivez sur le terrain, on parle d'expérience canadienne, on parle de diplôme canadien, on parle de formation, on parle d'ordre professionnel. Beaucoup de gens qui étaient des ingénieurs avec beaucoup d'années d'expérience ne peuvent pas travailler comme ingénieur au Québec. Pourquoi? Parce qu'il faut rentrer dans l'ordre. Le processus pour rentrer dans l'ordre n'est pas toujours aisé, n'est pas toujours facile. Donc, ce qui fait que des gens se retrouvent comme ça désillusionnés. Bien évidemment, vous avez dit tantôt qu'il ne faut pas toujours donner le tort aux autres, mais généralement, et c'est le constat que je fais de plus en plus, beaucoup d'immigrants qui arrivent bien que qualifiés, bien qu'ayant beaucoup d'expérience, acceptent de faire un sacrifice de 1 ou 2 ans, d'aller se recycler, de retourner aux études, au détriment de leur vie familiale, de leur vie, de leur âge, retournent faire des études pour pouvoir enfin décrocher le parchemin canadien dont on leur demande pour pouvoir rentrer dans la profession. Bon, ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus observé et nous voyons cela, bon, c'est quand même très apprécié parce que des gens ont compris qu'au lieu de passer le temps de pleurer, de pleurnicher, vaudrait mieux descendre au bas recommencer au bas de l'échelle et puis pour trouver enfin sa voie. Ok, monsieur Sylvestre, je dirais que c'est une émission un peu kamikaze parce que nous allons vraiment enchaîner parce que la technique ne nous a pas facilité les choses dans le départ, mais on a tellement de points importants que vous allez nous permettre ici d'enchaîner avec des questions. Et je suis sûr que vous reviendrez et ce sera l'occasion pour moi, lors d'une prochaine émission, d'inviter un spécialiste en immigration pour qu'il vienne essayer avec nous ici de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est une réalité qui est sérieuse. Ça m'amène toujours, tu sais, ce problème d'immigration et de gangs de rue, ça se ramène toujours à la fin à le système politique qui est installé, le système social. Moi, je vous dis, je fais un constat. Beaucoup de parents qui sont pour moi censés être des modèles dans la maison, qui sont pour la plupart des immigrants, beaucoup ont le type autoritaire. Quand je parle de type autoritaire ici, c'est que c'est le père qui est le roi, c'est le père, mais pas le roi parce qu'il est chuchoté, mais le roi parce qu'il a cette responsabilité de diriger sa famille. Mais le constat que j'ai fait dans mes analyses, que ce soit au Québec, en Ontario, au Manitoba et presque partout au Canada, ils accusent le gouvernement qui travaille avec le truchement des services sociaux comme la police, la DPJ, etc.,
qui sont, ils accusent ce service d'être en partie responsable de cette déviance sociale. Qu'en pensez-vous? Parce ils déclarent que leur autorité est tellement bafouée que l'enfant se sent dans un libertinage total où il n'a aucun compte à rendre. Alors, est-ce que quelque part vous approuvez cette remarque de certains parents de la société, de la communauté? Je dirais oui et non. D'une part, le problème est véritablement posé, ça fait partie de ce qu'on appelle le choc culturel. La plupart des immigrants vivent dans un pays où l'autorité de la famille dépend de la rigueur du père. C'est lui qui décide, c'est lui parfois même qui doit faire les choix éducatifs de ses enfants. S'il a été médecin, il va vouloir absolument que son fils devienne médecin. Donc, la plupart, si je prends les Africains au sud du Sahara, que ce soit les Africains au nord du Sahara, qu'on appelle généralement le Maghreb, que ce soit ceux qui viennent d'Asie, généralement, dans cette société, l'autorité morale d'un foyer repose sur la personne du père. Parfois, on assiste généralement à une société où, bon, je ne dis pas que les droits des enfants sont bafoués, mais où le père peut, même en guise de correction, donner une fessée à son fils, et cela est socialement toléré. Même si aujourd'hui, je prends un pays comme le Cameroun, même si aujourd'hui, on a interdit, par exemple, à l'école, le fouet, où aujourd'hui, nous avons grandi un peu dans ce système, où à l'école primaire, le fouet était toléré. Pour un enfant qui ne répondait pas correctement à une question, l'enseignant pouvait, à sa guise, utiliser un fouet pour corriger l'enfant. Bon, curieusement, les parents arrivent au Canada, au Québec ou dans d'autres provinces où il y a comme un système équitable de pouvoir entre le père et la mère, où vous n'avez pas le droit de frapper votre enfant, où votre enfant, s'il se sent lésé, peut appeler la police pour dire que mon père m'a frappé, ou la mère, ou votre femme peut du jour au lendemain vous imposer certaines conduites, et puis ça crée un véritable choc dans la tête du parent, du père, qui jusqu'à là avait cru qu'il était l'autorité morale, et puis ça crée des problèmes, et c'est comme ça qu'on va voir dans des familles qui jusqu'en Afrique ou en Asie vivaient normalement. Une fois arrivé au Québec, des problèmes commencent. On va voir la police qui s'intervient dans la maison, les services sociaux qui s'interfèrent dans la vie des familles. Parfois, la femme va quitter le foyer pour aller peut-être vivre dans une maison des femmes victimes de violences conjugales. Les enfants sont ballottés. Les enfants, on prend même souvent... les autorités enlèvent souvent les enfants aux parents pour les placer auprès des parents adopteurs. Je ne sais pas, il y a plein de réalités de cette sorte qu'on vit. Ça fait partie du choc culturel auquel beaucoup d'immigrants n'étaient pas préparés. Et malheureusement, les conséquences sont parfois dévastatrices pour les parents. Bon. Je vais revenir sur quelque chose qui vient de dire parce que c'est le père qui est l'autorité morale telle que tu le signalais. Ok. Bon, mais ce qui se passe, c'est que lorsque je fais des analyses, lorsque j'ai eu à côtoyer des familles québécoises, je lui dis des familles qui sont là, nombreux te diront que dans tous les cas, c'est leurs parents ou bien leur père ou leur mère qui était l'autorité à la maison. Ça veut dire que l'autorité des parents n'est pas bafouée. Et quelque part aussi, je me dis que la DPJ ou la police, quand ils interfèrent dans un problème de famille, parfois ils n'ont pas la réalité. Et parfois c'est comme si eux-mêmes ils ne cherchent pas à voir la réalité. Ça veut dire que dans un couple, les enfants commencent à être des bons manipulateurs, ils appellent la police sur leurs parents, et c'est peut-être la femme ou le mari qui appelle la police sur son conjoint. À la fin, ça devient une histoire de jeu. Est-ce que quelque part, la communauté n'a pas vraiment compris le rôle des services sociaux dans ce genre d'intervention, ou bien c'est les services sociaux qui viennent juste appliquer à la règle les règlements qu'ils ont dans leur structure, sans toutefois mesurer les conséquences à long terme. Lorsqu'on vient retirer les enfants pour les amener dans les maisons, soi-disant des maisons d'adoption. Mais statistiquement parlant, on se rend compte que
80 à 90% de ces enfants reviennent plus ou moins plus perdus qu'ils sont partis. Je veux dire, plus enfants, n'est-ce pas, à se retrouver dans les gangs de rue. Donc ça veut dire que c'est une stratégie qui, à mon avis, ne marche pas avec la communauté. Est-ce que lorsqu'on fait entrer des immigrants, vous, en tant que psychologue, est-ce que c'est pas quelque part le gouvernement qui doit faire ce pas d'aller essayer de comprendre la culture des autres, parce que le choc culturel, pour me parler, je l'ai lu dans votre dernière parution, la problématique des rangs de rue, mieux la comprendre pour mieux la prévenir. Je me demande bien, est-ce qu'il n'y a pas un travail que le gouvernement doit faire ici, peut-être pas d'amont en aval, mais plutôt de l'autre côté, de l'aval en amont? Oui, c'est une question très pertinente parce qu'on n'est pas toujours compris. Nos valeurs culturelles ne sont pas toujours comprises par les autorités. Et je le disais une fois à quelqu'un, M. Zambou, avec le nombre de plus en plus grand d'Africains, d'immigrants dans la société québécoise, dans la société canadienne, c'est nous, surtout les professionnels, qui devons nous battre pour faire valoir. Nous devons publier des articles, nous devons convoquer, attirer l'attention des autorités sur nos valeurs. Et c'est pour cela que je disais, plus on a des psychologues africains, des avocats africains, des travailleurs sociaux africains, des juges africains, de tous les professionnels qui gravitent autour de la famille, de l'enfance africaine, on sera en mesure de faire valoir nos valeurs culturelles, nos idéaux, notre façon de voir les choses par rapport à cette société qui ne nous comprend pas toujours. Okay. Donc, c'est une réalité fondamentale et je crois que vous, les hommes des médias, vous devez contribuer un peu à cela. Invitez des avocats noirs aux émissions pour qu'ils viennent donner la spécificité de la culture africaine. Quand les enfants arrivent ici et qu'ils commencent à manipuler les parents parce qu'ils se rendent compte que ils peuvent, pour un X ou un Y, appeler la police et dire qu'ils ont été battus, alors que souvent ce n'est pas le cas, et que les autorités tombent dans ce piège, qu'on attrape le père, qu'on lui mette les menottes, qu'on le met dans une cargo de police et qu'on l'amène passer une fin de semaine au poste de police. Où est vraiment la réalité? Souvent, ça brise les familles et le projet d'immigration censé améliorer les conditions de vie de toute la famille se trouve ainsi confronté à un véritable dilemme. Donc, pour me reprendre, monsieur... Oui. Merci, monsieur Hassan. Alors, on va revenir parce que vous me paraissez très intéressant. Je crois que, comme vous l'avez dit si bien, des psychologues, des avocats, n'est-ce pas, des gens vraiment de la communauté, on ne doit pas toujours rester isolé et se pointer le doigt. Il faut qu'on travaille dans ce sens. Mais moi, il y a des activistes, il y a des personnes, les ressources qu'on doit toucher. Parce que la problématique que je venais de soulever tout à l'heure, la répercussion directe se sent dans les écoles. Parce que comme je te parlais, cette émission est une émission éducative. Dans nos écoles, on rencontre les élèves qui ont le plus de difficultés, ce sont nos enfants. Parce que si vous voulez, vous me parlez de Montréal-Nord, je suis basé à Toronto. Si vous allez dans les écoles du centre-ville de Toronto, je parie que si vous interviewez 3-4 enseignants, au moins, avec 3, je veux dire, sur 10 enseignants que vous allez rencontrer, 8, s'ils sont honnêtes, vont vous dire qu'ils n'aimeraient plus enseigner dans ce genre de collège. Et qu'est-ce qui se passe? La population, elle est vraiment hétérogène et marquée plus par les enfants de notre communauté qui sont devenus des casse-têtes dans les écoles. Alors, comment, d'après vous, penses-tu en tant que psychologue, comment les enseignants peuvent faire pour démanteler et pour détecter les élèves qui présentent des signes précurseurs, n'est-ce pas, sans toutefois être taxés de racisme? Parce que lorsque je discute avec certains enseignants qui ne sont pas de la communauté, particulièrement des franco-ontariens ou des Québécois, qui me disent particulièrement qu'ils ont peur d'être taxés de racisme lorsqu'ils font des reproches à un élève qui se comporte mal. Vous voyez que l'élève qui, croyant qu'il a les droits, se permet de dire n'importe quoi à l'enseignant. Et la classe, on passe plus de temps à gérer une classe que d'enseigner. Alors, qu'est-ce que, en tant que psychologue, vous pensez qu'on peut faire dans ce genre d'école où c'est nos enfants, vous avez parlé de l'exemple de Montréal-Nord, au Schlagan, Maisonneuve, ou bien Saint-Michel. Qu'est-ce que vous pensez en tant que psychologue qu'on peut faire, monsieur Hassan? Oui, c'est très complexe et pas toujours facile parce que comment intervenir auprès d'une personne issue d'une communauté culturelle
sans être taxé de raciste ou bien le mot m'échappe, il y a un mot qui vient de m'échapper. Comment intervenir auprès de quelqu'un sans être qualifié d'avoir des préjugés envers cette personne? C'est là toute la problématique. Et ce n'est pas toujours facile, raison pour laquelle de plus en plus, dans le système éducatif, je crois que les enseignants, surtout dans la communauté de Montréal, les enseignants reçoivent souvent une petite formation en intervention pour pouvoir avoir des stratégies d'intervenir auprès de ce genre de problème sans être taxé d'avoir des préjugés. Regardez par exemple, dans un quartier comme Montréal-Nord, lorsque la police interpelle un jeune de 25 ans qui roule dans une Cadillac, juste pour vérifier ses pièces d'identité, ou bien un contrôle de routine, immédiatement, la population du quartier dit que non, le policier est raciste. Pourquoi est-ce qu'il a intercepté ce jeune? Pourquoi pas lui, pourquoi pas un autre? Or, M. Zambou, nous savons tous, un jeune de 25 ans qui roule dans une voiture qui coûte près de 60 000 $. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Comment est-ce qu'il a pu avoir cette voiture? Est-ce que ça lui appartient? Est-ce que c'est une voiture volée ou bien c'est une voiture acquise par de l'argent sale? Voilà toute une problématique. Et même la police est confrontée à ce problème. Comment intercepter quelqu'un qui a des signes précurseurs d'être membre d'un gang de rue sans se faire taxer de raciste? Et là est toute la problématique. Et on sait que la charte canadienne des droits et libertés protège tout le monde. Si, sur la base de cette charte, et beaucoup de gens le savent, et on joue un peu au chien à la souris. Si on vient m'intercepter parce qu'on croit qu'il y a des raisons valables de me soupçonner d'être un trafiquant de drogue, d'être un proxénète, alors il y a une question fondamentale qui se pose. Pourquoi? Parce que je peux, en me basant sur la charte canadienne des droits et de liberté, dire que non, je ne suis pas membre de gang de rue, même si on sait fondamentalement que ma richesse, l'objet de ma richesse, ou bien ce que je présente extérieur, les signes extérieurs de ma richesse me font croire qu'il y aurait des raisons de croire que ma richesse provient, est douteuse, pour parler plus simplement comme ça. Donc, voyez-vous, monsieur Zambou, c'est extrêmement complexe, extrêmement difficile d'intervenir dans ce genre de situation, mais de plus en plus, des enseignants, des policiers ou bien toutes les personnes dans la relation d'aide, en situation d'autorité, sont de plus en plus formés pour pouvoir aborder cette réalité sans se faire taxer de raciste. Merci, M. Affa. Et il nous reste juste quelques petites minutes que nous allons profiter pour, n'est-ce pas, avancer. Et je veux vous remercier vraiment pour votre ténacité par rapport à cette émission qui est un peu, n'est-ce pas, à une vitesse vraiment sonique, pour ne pas dire supersonique. Nous avons encore un autre point que je voulais qu'on regarde très vite avant que sûrement le technicien me fasse signe que l'heure va avancer, mais nous allons continuer quand même. Heureusement, il est assez magnanime. Merci à la technique. Mais, je voulais savoir aussi, toujours dans le cas des écoles, il y a un problème majeur qui se vit dans les écoles. Et lorsqu'on a parlé de ce problème des gangs des rues, j'ai essayé de regarder ça. Mais la question que j'en viens ici, c'est lorsqu'on parle de l'intimidation dans les écoles et qu'on parle de gangs des rues, est-ce qu'on peut parler d'une symbiose entre les deux? Parce que ça me donne l'impression que les deux marchent vraiment ensemble. Est-ce que lorsqu'on lutte contre l'intimidation, on lutte contre les gangs des rues, ou bien lorsqu'on lutte contre les gangs des rues, est-ce que c'est aussi notre façon de lutter contre l'intimidation dans nos écoles? Oui, les deux phénomènes peuvent être liés, même si souvent la plupart des gens qui intimident n'appartiennent pas toujours aux gangs de rue. Mais les deux phénomènes peuvent avoir un lien. Pourquoi? Généralement, si vous remarquez, vous êtes enseignant, vous allez remarquer dans les écoles, des gens vont marcher ensemble. Les groupes de jeunes marchent, se tiennent ensemble par affinité.
il y a des affinités qui se créent. Soit vous êtes peut-être amoureux de la culture hip-hop, vous vous mettez ensemble et en ce moment, votre modèle vestimentaire, votre façon de faire va vous regrouper. Soit vous avez pour affinité peut-être l'école en tant que telle. Vous aimez les mathématiques. Vous allez voir généralement, même dans notre temps, ça se faisait. Les élèves les plus forts en classe, qui étaient les plus intelligents, vraiment se tenaient souvent ensemble. Donc, pour dire quoi, généralement, intimidation et gang de rue, il y a un lien à faire. Généralement, ceux qui intimident dans les écoles, même si le lien n'est pas toujours très exact, très précis, ceux qui intimident ont des affinités, ont des acquaintances, ont des tendances à adhérer à un gang de rue. Et vous allez voir, ils sont là, bon, voilà, généralement c'est les petites raquettes, bon, on va t'intimider, ouais, tu n'es pas comme nous, tu ne sais pas t'habiller, on va t'insulter, on va te lancer des petits mots, et c'est comme ça que ça crée beaucoup de frustration auprès de la personne intimidée, et qui, à son tour, pour répondre à l'intimidation, va s'associer 2 ou 3 personnes pour répondre à l'autre groupe en face qui essaie de les intimider. Et c'est comme ça que vous allez voir des bagarres de gangs se déclencher dans certains quartiers chauds comme Saint-Michel, Montréal-Nord, pour ne parler que de cela. Donc, pour répondre à votre question, M. Zambou, il y a effectivement un lien entre intimidation et gang de rue. On parlerait plutôt d'ici que les gangs d'école sont des gangs de rue en gestation, si je comprends bien. Effectivement, parce que la plupart de ces jeunes qu'on recrute, vous savez que les activités principales, c'est le trafic de drogue, le racket, souvent ce qu'on appelle des délits d'initiés, c'est-à-dire qu'on va aller dans une école pour recruter un jeune, et on va te donner par exemple, pour montrer que tu es courageux et que tu es capable d'adhérer à une gang, il faut que tu montres ton courage. On va t'envoyer en plein jour agresser quelqu'un, aller voler dans un dépanneur en plein jour et ne pas se faire attraper, aller commettre un crime en plein jour, utiliser une arme blanche, un couteau, pour blesser quelqu'un en plein jour sans te faire attraper. Et c'est comme ça que les gangs de rue vont dans des écoles. En ce moment, on sait que tu es courageux, tu es capable de faire partie de la gang. Et puis, en ce moment, vous allez voir des jeunes dans des écoles qui sont prêts à tout parce qu'ils savent qu'en adhérant dans le gang de rue, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est la reconnaissance, et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, merci, monsieur Assa. Merci, monsieur Assa. Je rappelle au public que vous êtes psychologue, n'est-ce pas? Vous êtes un homme pluridimensionnel. Vous travaillez dans plusieurs domaines de la psychologie particulièrement, même pour les adultes, que les gens pourraient vous contacter. C'est l'occasion aussi pour nous aussi de demander aux auditeurs qui pourraient intervenir d'appeler le 716 218 89 41. Alors, une dernière question, M. Assa, parce que je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. Je sais que vous êtes un homme occupé, même les week-ends. Je voulais juste vous porter, n'est-ce pas, à me répondre à cette dernière question, à savoir, lorsque je lisais dans votre publication, je rappelle le titre de cette publication, la problématique des gangs des rues, mieux la comprendre pour mieux la prévenir. Alors, on a parlé de choc culturel, on a parlé du rôle des enseignants tout à l'heure, on a parlé le rôle des parents aussi, mais c'est vrai qu'on n'est pas très entré en profondeur. Le système lui-même, le gouvernement et ses services, naturellement, par rapport à ces chocs culturels, on a trouvé qu'il faille que, voilà, je suis à mon arrivée, qu'il faille que le gouvernement aille plutôt vers des cultures, former des gens qui connaissent mieux la culture de certains pays et, n'est-ce pas, pour savoir comment trouver vraiment un juste milieu pour que les parents soient d'activer leurs responsabilités, parce qu'il y en a qui ont carrément abandonné leurs responsabilités parce qu'ils se disent qu'ils sont sous le collimateur, n'est-ce pas, de la police. Alors, mais il y a un autre côté que je voulais qu'on regarde. C'est la dernière question. Comment on va faire, monsieur Assa, dans un monde où l'Internet, les gadgets électroniques ont dominé, donc il y a un nouveau cosmos qui n'est ni palpable par la police, ni par les parents, où les enfants sont fermés,
n'est-ce pas, entre eux, avec le gadget électronique, que ce soit les iPhone, iPad, tout ce qui est là, c'est un vent de la globalisation. Est-ce que ce vent de la globalisation est une occasion, ou bien plutôt une source de problème pour les enfants de la communauté qui passent plus de temps à faire des chats, n'est-ce pas, tout ce qui est loin des yeux des parents? Est-ce que ça ne facilite pas peut-être l'intégration ou bien l'admission dans les grandes rues de façon virtuelle? Oui, aujourd'hui, vous savez, avec l'Internet, les médias, les sources d'information se sont multipliées. Aujourd'hui, sur votre téléphone, vous avez accès à Internet, votre tablette ou même les consoles de jeux ont accès à Internet où on peut avoir accès à toutes sortes d'informations. Donc, je crois qu'il y a un gros travail à faire pour les parents de sensibiliser les enfants et surtout de leur faire comprendre les dangers inhérents à toute cette source d'information qui est parfois polluante. Donc, c'est un travail d'éducation et une fois de plus, vous les hommes de médias, vous devez beaucoup jouer un rôle dedans, surtout dans notre communauté où nous sommes parfois perdus dans cet univers où nous sommes censés assurer un avenir meilleur à nos enfants. Donc, sur ce, je dirais que c'est un travail d'éducation. Et si vous regardez très bien, il y a une nouvelle dynamique dans nos communautés en termes associatifs. Je pense que c'est des moyens qui peuvent essayer d'encadrer un peu nos enfants, leur inculquer nos valeurs traditionnelles. Ça leur permet de vivre dans un monde développé tout en ne perdant pas un contact avec les origines de leurs parents. Tout cela peut aider un peu à amoindrir, à réduire l'impact de tous ces médias sur nos enfants. Donc, voyez-vous, Facebook, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est devenu vraiment des dangers, mais c'est un travail de fond. Et plus on se réunit de façon communautaire, plus on peut avoir le pouvoir de réduire l'impact de tout ce phénomène sur nos progénitures. Merci encore une fois. Merci, très très grand merci à monsieur Assa Sylvestre, qui est psychologue, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et c'est l'occasion aussi pour nous, n'est-ce pas, de remercier nos auditeurs qui sont restés connectés. Et sans oublier la technique qui nous a accompagnés avec quelques minutes de plus. Nous remercions énergiquement, n'est-ce pas, M. Assa, encore pour cette émission. Et nous nous sommes baladés, n'est-ce pas, tout autour de ce problème de dans des rues. Et c'est l'occasion aussi pour nous de rappeler que M. Assa Sylvestre viendra de temps en temps intervenir parce que déjà ça devient pour nous une source d'inspiration, une source de questionnement. Et c'est un homme qui lit beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je parie qu'il fait beaucoup de publications et il va continuer à faire des publications tout autour de cette problématique et bien d'autres problématiques qui minent la communauté. Nous vous remercions, M. Sylvestre, depuis le Québec. Je rappelle que c'est la radio Kilimanjaro et cette émission sera en rediffusion pour ceux qui n'ont pas été là et nous vous remercions majestueusement d'être avec nous et nous remercions particulièrement la technique et on se dit au revoir. Est-ce que naturellement vous avez un mot de au revoir pour nous et pour vos auditeurs, M. Sylvestre? Merci une fois, merci M. Zambo de m'avoir donné l'occasion. Donc je salue les auditeurs et je pense que plus nous sommes unis, plus nous avons des professionnels issus des communautés culturelles dans la société, plus nous pourrons faire face aux différents défis qui se dressent sur notre chemin. Donc sur ce, ceux qui veulent me contacter peuvent le faire par le biais de votre radio, où je pourrais aussi laisser mon numéro pour toute problématique quelconque. Appelez-moi au 438 888 6109 438 888 6109 et une fois de plus, M. Zambo, je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez. Merci. Merci. En passant, je vais vous signaler que M. Sylvestre Assa est en même temps responsable, n'est-ce pas, du groupe culturel Yimba, installé à Montréal. C'était un groupe très grand, de moins de 250 membres. Alors, vous pouvez le contacter. Merci et on va se redire au revoir et sûrement on va se revoir la prochaine fois sur un autre thème. Merci, passez un très très bon week-end. Merci. Merci. Bye bye.
moto nyonso akoluka kaka kute mama lwambo Pona nini mosuni ya nzoto ya mwana moto bolingi bolia yango lokola mosuni nde ya nyama bokokende na yango wapi na kisaso yo botika asala akopa bolingi nini na nzoto na ebandeko leyemba na lembi batu oyo le Kisasa makambo na mwana mama nasida mesana na kotongo matoe mesana na koyoka nzote koma libanga mpona masolo ya bato nalandaka te nzambe lwambo alanga nzembo nasala nini bato mobimba bakovanda se masolo ya bato balingi kodestabilize bato yonso bandeko tosala nini na matongi kisase kompepa na matongi kotongo bato butu moi kaka kolembe te lei soki olandi bato oyo bandeko okoya kobunga nzela ya mosala okotika bana na mwasi basufri mpo na bango lei yemba bandeko lei basasinga na nsima sekosasa balabi lokumu na nga na ndunda bololo bakombi ndeko na nga na kombo ya mbanzi lwambo oyoyoyo alanga nzembo nasala ninyo nzoto ya mwana moninga botika evanda pembeni bokolongola mosuni bokotika makila na nani makila ngungi amela alemba avimba libumo ya moke soki obeti mbata epasuka leyemba nalembi bato oyo bandeko ole nazoki molangi olwabo napesa nzoto nanga na nzembo moso nakolia kasi ya nzembo mopepenga na kopebaka oyo ya bato nyonso mosuni ya nzoto nanga suka elengi moto nyonso akoluka kaka kute mama elengi nini bakoyoka lwamwe bakolembe te tika bango balobale mama bakotonga tika bango batonga lei mama likambo bamesana na yango bakoki kotika te babokwama boye basala bango boye tokoloba nini biso tolembi bango bandeko ngungie moto nyonso akoluka kaka bute mama elengi nini bakoyoka kaka na kombo nanga lwambo
mobali ayo mobimba ezali tele ozali mwana ya moto bapota yo bakoloba mpe bakoloba bakolemba fami na yo epesa yo nzoto makasi soki esede tetika bango baloba koki mpe te o fami na yo malamu eloba wana okokende kokondela bango agenu lei o mama oh. Kisasa makambo leye na mwana mama nasida mesana na kotongo mato emesana na koyoka nzote koma libanga mpona masolo ya bato naloba nini ngolwambo alanga nzembo ngolwambo loba bayoka eyemelanga naloba nini lei nalembi naloba nini lei ngai nalembi kisasa balingi kaka basolo nde ya bato balemba te na bandako na bango na basi na bana kotongo bato sutu biso boyo toloba nini lei tolemba nde kolomba basilisa biso misuni batika mposo toloba nini lei kisasa makambo kisasa makambo kisasa makambo lei basasikana nsima sekosasa balambilo kumunanga na ndunda bololo bakombi nyakolanga na kombo ya manzi lwambo oyoyo galanga nzembo nasala nini mama nakanisi tolobi toyembi nakanisi bayoki biso na mbala oyo bayoka biso na matoi bayoka biso na mingongo bandeko o kisasa kisasa makambo kisasa yo kisasa makambo le kisasa makambo nga mwana moto kisasa makambo nga mwana moto kisasa makambo ngai 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 mwana moto tikandolo tikindolo benene noa mulemambo napulinde na wase sonebolo vanite tikandolo tikindolo benene noa mulemambo napulinde na wase sonebolo vanité magio wenisane nakwalisane nomo napulina natime nindinga mwene kumbo amene modi adiwa jongele iperaswe nanongi nopula tikandolo abenene no mari mulemambo napulile na wase bibende marigo vanité basono niyonge yatimbaye nyoro nyese pelomiani ba matao nabomaneno mage Nadia, numinu pepe kacheri, na vanité. Magio wenisane, Kilimanjaro. Napulina natime, nindinga mwene kumbo, amene moti adiwa, jongele iberaswe, nanongi nopuna. Muyo kichesele mupoko munongo we aloe Munjabi,
Tina tetina yini kusamu mwande weni Sheri koko murema mutu miambae Yuna jongelela wae Magio wanisane Na kwagisane numo Na puni na tinde Indinga mweni kumo Mamere moti hariwae Yongele nindinga suwe Nongi nyopundae Magio wanisane Na kwagisane numo Na puni na tinde Indinga mweni kumo Mamere moti hariwae Yongele nindinga suwe Nongi nyopundae Nduru ninjo Mana nduru ninjo Mukina pila kujo Pila kujo Nduru ninjo Mukina pila kujo Nduru ninjo Ubima wanti mazumben sene Nangamu wadam giza dambe Ovaga tamana La signature mature, Osama Ben la joie. Je suis unique, ma joie. Oh yele, bimana mama sasa, bimazabati, akamana maisadam. Bima oh yele, bimana mama sasa, bimazabati, akamana maisadam. Oh yele, akamana mazamba wa mama kamisadia. Bima oh yele, bimana mama sasa, bimazabati, akamana maisadam. Bima oh yele, bimana mama sasa, bimazabati, akamana maisadam. Oh yele. Mamani vient des hommes extrêmement valeurs. Madame Yizom, Hiti, Sekintama. Ma woman, Tomo, ma ding is a diem. Ma far is a diem. Ma tip is a diem. Babele ne namba batang manyinga beo. Mama Ndora, mama tong is a diem. Bima oh yele, bimana mama sasa, bimazabati, akamana maisadam. Bima oh yele, bimana mama sasa, bimazabati, akamana maisadam. Oh yele. El Seigneur qui en élit le monument, je suis honoré, papa. Bima oh yele, bimana mama sasa, bimazabati, akamana maisadam. Bima oh yele, bimana mama sasa, bimazabati, akamana Insensé et insatiable, vous désirez monde entier et sans foi ni loi, vous faites n'importe quoi pour posséder bien d'autrui. Vous en arrivez même à acheter la conscience des gens, oubliant ainsi que bon Dieu ne connaît pas Choco. Non, il n'y a pas de... So we are all live on Kilimanjaro, and in a few seconds we're going to be, starting this show that we have been announcing. So ladies and gentlemen, thank you for being there. So let's just start, because now we are off air like we were saying, so this is what we're going to be doing now. Kilimanjaro, Malan. Kilimanjaro.